Princeps imperator Augustus, divi filius Caesar, Deus et Dominus. Oui, aujourd'hui on s'intéresse aux empereurs romains, et notamment à Auguste. Auguste est né le 23 septembre 63 avant Jésus-Christ. Il est originaire de Vélétrie, dans le Latium. Son père est un ancien sénateur, mais il n'appartient pas à la noblesse. Lorsqu'il meurt en 58 avant Jésus-Christ, le jeune Octave est élevé par un certain Lucius Marcus Philippus, le second mari de sa mère. En 45 avant Jésus-Christ, il finira adopté par son grand-oncle Jules César. Auguste aura, du fait de son adoption notamment par César, une éducation telle celle d'un jeune noble. Il se mariera par 3 fois, un premier mariage avec Claudia, la belle-fille d'Antoine, son concurrent, comme gage de bonne entente avec celui-ci. Mais les aléas de la politique font que le mariage n'est même pas consommé. Le second mariage est encore une union dictée par des considérations d'ordre politique. Au printemps 39 avant Jésus-Christ, une certaine Scribonia devient sa femme, 2 fois veuve, et qui appartient à la famille de son autre rival, Sextus Pompée. Celui-ci, qui à ce moment-là est maître de la Méditerranée, menace de famine l'Italie que contrôle Auguste. C'est un mariage qui constitue la signature de réconciliation entre ses deux adversaires. Scribonia lui donne une fille, Julia, à la fin de l'année 39, mais il divorce le jour même de la naissance de Julia, écœuré, dit-il, du caractère insupportable de sa femme. Son troisième mariage, quant à lui, est un mariage d'amour. Il rencontre la jeune Livia Drusilla et sa beauté l'éblouit à tel point qu'il la kidnappe et l'enlève à son mari Tiberius Claudius Nero. Il décide de l'épouser en 38 avant Jésus-Christ, elle est âgée de 20 ans et déjà mère de 2 enfants, Tibère et Drusus, donc elle accouche 3 jours avant son mariage. Livie donnera un enfant à Auguste, mais pour leur plus grand chagrin, il mourra avant terme. Livie demeurera 52 ans son épouse, Livie conserve le souvenir de notre union. Telle sera la dernière parole d'Auguste. Concernant le portrait d'Auguste, il a été adulé, magnifié par le cercle des poètes de son temps. Du coup, il est assez complexe de se faire une idée de la personne et du personnage que c'était. Durant sa vie, on sait qu'il a eu énormément de problèmes de santé. Crise d'épilepsie, il digère assez mal, il boite de la jambe gauche, il souffre d'une légère paralysie de la main droite, et même s'il n'apprécie guère les exercices physiques, on sait qu'il aime notamment la pêche à la ligne, les jeux de dés ou de noix. Néanmoins, malgré tous ces problèmes de santé, il reste doté d'une énergie peu commune, que ce soit en amour comme au travail. Longtemps, ses aventures sentimentales défraient la chronique, ses conquêtes ne se comptent pas et font le désespoir d'une légion de pères, de maris, de fiancés, d'amis et même d'adversaires politiques, comme on l'a vu. Suétone nous dit « Ses amis même ne nient point qu'il ait commis beaucoup d'adultères. Il l'excuse en disant que, de sa part, ce n'était point volupté, mais calcul pour mieux connaître par les femmes les projets de ses adversaires. Tout est calculé, et il passe par la voie des femmes, d'après Suétone. Néanmoins, Auguste est un empereur qui se consacre aux affaires de l'État. Il est travailleur acharné, il est d'une exactitude exemplaire, intelligent, patient, retors. Il a réussi à fonder un régime assez puissant pour résister durant plusieurs siècles à toutes les folies et à toutes les extravagances de ses successeurs. Néanmoins, il sait son pouvoir assez fragile. Il portera au Sénat une armure sous sa toge, et lors des séances importantes, 10 colosses veillent sur lui. La fin tragique de son grand-oncle, eh bien, ça l'a assez marqué. En septembre 45 avant Jésus-Christ, César dans son testament le désigne comme son héritier principal. Octave décide de lui succéder. Il l'apprend 2 mois après la mort de son grand-oncle que celui-ci l'a désigné comme son héritier. Même si tous ses proches ne veulent pas, donc il décide de lui succéder, et il mettra 14 ans, au prix notamment d'une guerre civile impitoyable, à écarter tous ceux qui veulent se dresser sur son chemin. Brutus et Cassius notamment, les meurtriers de César, Lépide, l'un des hommes les plus forts du moment, avec qui il partagera un triumvir, avec notamment un certain Marc-Antoine. Antoine, bien sûr, c'est le célèbre chef militaire qui, après le meurtre de César, décidera d'aller auprès de Cléopâtre
et il devint l'amant de Cléopâtre, après César, avec qui elle avait eu un fils, Césarion. Il voulut mettre Césarion à la tête de l'Égypte et de Rome, néanmoins Auguste n'hésita pas à lutter au Sénat à grands coups de discours afin de gagner une bataille contre ce dernier. Ce sera la bataille d'Actium, qui verra la mort de Marc-Antoine et le suicide de Cléopâtre. À la suite de cette victoire militaire, eh bien, il devient maître de la partie orientale et de la partie occidentale de l'Empire. Auparavant, cette partie était, à la mort de César, divisée entre trois triumvirs, je l'ai dit, Marc-Antoine, Octave avant qu'il devienne Auguste, mais aussi Lépide, l'homme le plus fort du moment. Lépide sera assez vite écarté du pouvoir, une fois que les césaricides, les meurtriers de César, seront battus. À la suite de cela, eh bien, Octave et Marc-Antoine partageront le pouvoir jusqu'à la trahison, entre gros guillemets, de Marc-Antoine et sa défaite à Actium. Une fois seul maître, malgré le fait que son pouvoir législatif n'est pas encore prouvé, il ne repose que sur la loi du 27 novembre 43 avant Jésus-Christ, dit au triumvirat qu'il avait fait auparavant, eh bien il voudra gagner définitivement les esprits à sa cause. Il lancera une opération de charme gigantesque. En janvier 29 avant Jésus-Christ, il fera fermer les portes du temple de dieu Janus. Janus, c'est le dieu à double face, j'ai fait une vidéo sur ce dernier, c'est celui qui fait rentrer Rome en guerre, mais qui fait aussi rentrer Rome en paix. Cette volonté d'établir une ère de paix par ce symbole lui attire la sympathie du peuple, qui réclame la fin des guerres civiles. Par la suite, au 27, il remet ses pouvoirs au Sénat, ainsi qu'au peuple romain, et propose le rétablissement de la République. L'opinion publique qui est allergique au pouvoir monarchique l'approuve une nouvelle fois. Enfin, quelques jours plus tard, vu qu'il veut conserver son pouvoir, il demande à mettre en place un nouveau régime politique. Ce régime aura pour but d'unifier la chose romaine, de remettre en ordre tous les domaines et d'assurer une paix durable. Le Sénat accepte et lui décerne même le titre d'impérator César Augustus. Auguste sera désormais son nom. Il devient Auguste en 27 avant Jésus-Christ, en 27 avant Jésus-Christ que naît l'Empire. Durant son règne, Auguste imagine une monarchie déguisée en république. À la tête du Sénat, il nomme un princeps, le premier des citoyens, mais en cumulant en plus de cette charge plusieurs magistratures, missions, pouvoirs militaires et religieux, Auguste exerce le vrai pouvoir absolu. D'un point de vue de la politique extérieure, il maintient l'Empire, notamment sa paix et son unité. La République avait été conquérante, le Principat se donne pour mission de gérer, d'administrer, d'organiser et de souder toutes ces immenses possessions en un tout qui sera assez viable. Pour les gouverner efficacement, Auguste met en place une structure politique administrative fortement hiérarchisée. Il les confie aux grandes familles municipales et aux dynastes hellénisés d'Orient. Il continue de fonder sa puissance sur la force et la fidélité de l'armée. Il la réorganise en stabilisant ses effectifs autour de 300 000 hommes. 300 000 hommes, c'est environ 25 légions. A noter qu'au début de son règne, vous aviez sous ses ordres 500 000 soldats. Il assura le recrutement par des engagements volontaires de 16 voire de 20 ans. D'un point de vue routier, fluvial et maritime, il y aura une cohésion politique et stratégique de l'Empire. Le commerce va connaître un essor extraordinaire et la civilisation romaine pénètre de partout. Tout ce développement entraîne bien sûr un développement de finances et d'opérations bancaires. Du coup, réorganisation des finances de l'État, on fait une distinction très nette entre le trésor public et la caisse impériale en créant un nouvel impôt sur les héritages, les affranchissements ou encore les ventes. En plus de ça, il crée de nouvelles villes et acquiert une certaine gloire à recréer de nouvelles villes à l'intérieur de l'Empire. Il dira même « Rome que j'ai reçue de briques, je vous la laisse de marbre ». Il restaurera dans le même temps pas moins de 82 temples et de nombreuses construction assez célèbre. Il fera édifier le Panthéon destiné à abriter tous les dieux de Rome. Rome deviendra ce qu'on peut appeler une ville lumière du monde occidental et méditerranéen. Et d'un point de vue architectural, elle devient le berceau d'un nouvel art, l'art augustéen, triomphal, qui met en place toute la gloire du nouveau régime. Il y aura quand même des échecs à sa politique, notamment une réforme sociale. En effet, l'idéal familial et conjugal est vraiment trop mal en point pour être remis en honneur par quelques lois. Sous Auguste, une femme réussit à se marier 8 fois en 5 ans et une autre réussit l'exploit de divorcer 23 fois, qui sera la 21e épouse de son dernier mari. Il faudra attendre le début du christianisme pour que la famille retrouve son rôle un peu moteur. D'un point de vue politique extérieur, Auguste abandonnera son projet de dominer l'univers. Il réalise qu'en poursuivant la politique conquérante de la République, on risque de causer un éloignement du centre et de ne plus gérer les territoires. Pour lui, l'Empire a sa taille définitive à sa mort. À l'ouest, l'Atlantique, à l'est, l'Euphrate, au nord, le Rhin et le Danube, et au sud, le Sahara. En Orient, l'annexion de l'Égypte constitue un de ses plus grands succès.
Quant à sa succession, eh ben, Auguste tient à ce que sa famille, sa gens, conserve le pouvoir. En principe, c'est au Sénat qu'il conviendrait de désigner un successeur. Mais il fait appel aux dieux et requiert donc l'autorité supérieure des dieux afin de désigner son propre successeur. Pour cela, eh bien, ce sera sa fille Julia qui donnera en épousailles à son futur successeur. Au début, c'était Marcellus, le fils de sa sœur Octavie et de Marc-Antoine. Mais il finira par mourir 2 ans plus tard. Par la suite, il se portera garant de son vieil ami Agrippa, âgé de 41 ans, en lui faisant épouser en 21 avant Jésus-Christ Julie, qui n'a que 18 ans à cette époque. Mais ce deuxième beau-fils meurt en 12 avant Jésus-Christ. Finalement, il joue la carte de ses 2 petits-fils, Caius et Lucius César, les 2 enfants de Julie et d'Agrippa. Pas de chance, les 2 mourront en 2 et en 4 après Jésus-Christ. Il adoptera alors leur petit frère, Postumus, né en 12, mais ce dernier sera accusé de troubles mentaux et sera finalement très vite écarté. Finalement, il restera que Tibère, le deuxième fils de son épouse Livie. Il l'adopte et pour la 3e fois, en 11 avant Jésus-Christ, il ordonne à Julie de se marier avec ce dernier. Dès 13 après Jésus-Christ, eh bien, il sentira la mort approcher et il liera de plus en plus Tibère au pouvoir. Et lorsqu'il décédera en 14, ce dernier reprendra les rênes. Auguste a donc fait de Rome un centre artistique et intellectuel de l'Empire. Il soutiendra les artistes et les poètes en les invitant à la cour et en leur témoignant de son amitié. Sous son règne, la littérature vit un instant béni des dieux. Peu avant qu'il prenne le pouvoir, son grand-oncle, César et Cicéron, donne à la prose son expression la plus parfaite. Vous avez des poètes comme Virgile, Horace, Properce, Tibulle et Ovide qui propulsent la poésie vers des sommets encore jamais atteints. Tite-Live décerne à l'histoire ses lettres aussi de noblesse durant cette période. D'ailleurs, Auguste avait un ami qu'il nommait Mécène, et son nom sera repris pour tous les protecteurs des lettres et des arts. Avant de mourir, Auguste posera une question. Le peuple est-il triste ou maussade? Ai-je bien joué la comédie? Si le spectacle que je vous ai offert vous a plu, alors applaudissez-moi. Et voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, moi je vous demanderai de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu, ou de me dire en commentaire aussi si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour nous les aventures, c'était Melicus, prenez soin de vous. Ciao ciao.